et Olivier pour peut-être introduire la thématique centrale de notre vivant jeudi d'aujourd'hui. Voilà. Merci. Je vais donc essayer d'introduire et Joachim complétera s'il en a envie. De manière générale, le CIBI se veut être un lieu d'échange sur les pratiques et les techniques liées à la nature en ville. On a vu là que c'est très systémique et c'est tout l'intérêt d'ailleurs, la force du CIBI, c'est d'être une frontière, une interface entre plein de métiers, un système de compétences. On l'a vu là avec la très belle présentation sur la dépollution, enfin la compétence en dépollution du sol, en économie circulaire des sols, etc. On peut le dire. Mais on est ouvert à plein de sujets. On est ouvert à l'innovation, mais je dirais aussi à la nécessaire capitalisation, retour d'expérience. Et je dis ça sur le sujet d'aujourd'hui, sur lequel je voudrais insister sur deux aspects. Le premier, c'est que les terrasses végétalisées, c'est presque une technique de base pour les écologues, tous les gens qui veulent introduire la nature en ville. C'est probablement un sujet très, très prometteur. C'est en tout cas un incontournable dans les techniques de végétalisation de la ville. Les gens de la Divette nous diront quel âge ont ces pratiques. Je ne le sais pas moi-même, mais en tout cas, on peut dire que c'est une technique qui est déjà plutôt ancienne, bien avancée, mais néanmoins foisonnante. Il y a probablement plein de techniques, plein d'approches diverses. Donc, il était particulièrement intéressant, après le guide qu'on a rappelé tout à l'heure, il était intéressant de faire un peu un bilan, un bilan de ce que sont les terrasses végétalisées, à la fois pour, je pense, aux écologues prescripteurs, pour pouvoir bien connaître le sujet, bien évaluer le sujet et surtout le prescrire dans des bonnes conditions, dans des opérations liées à la labellisation, aux labellisations biodiversity ou à d'autres. Donc ça, c'était le premier point, une technique ancienne qu'il faut connaître et sur laquelle on va pouvoir discuter des évolutions, des tendances et des services rendus. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est qu'au CIBI, on a la chance d'avoir toute la chaîne d'acteurs de l'écologisation de la ville, depuis les investisseurs, les promoteurs, les grandes entreprises générales, etc., en passant par les architectes, les paysagistes, les écologues, et j'en oublie, etc. Mais on a aussi, et ça c'est très important pour tout le monde, c'est les fournisseurs. C'est souvent les fournisseurs de techniques et de produits qui nous permettent d'avancer très concrètement, de réaliser des choses qui marchent, etc. Donc là, je remercie la Divette qui, en tant que représentant, je vous rappelle que l'association, on a voulu dans les choix initiaux pas forcément avoir que les adhérents soient des entreprises porteuses. On a refusé un peu les organisations professionnelles en disant qu'on ne voulait pas être une méta-organisation d'organisations professionnelles. Néanmoins, on n'interdit pas d'avoir des contacts étroits, on en a beaucoup avec des organisations un peu professionnelles, notamment la Divette, organisation professionnelle donc qui s'expliquera et qui représente justement la technique, le sujet des terrasses végétalisées. Donc vraiment, le deuxième point, c'est merci en tout cas aux fournisseurs. On vous invite à venir nombreux nous rejoindre, de venir nous présenter vos produits, de nous faire participer à votre innovation, parce que c'est, comme je l'ai dit, essentiellement grâce à vous qu'on fait des belles opérations concrètes. Donc, cette présentation va être faite par deux intervenants, principalement la Divette, donc l'association technique des terrasses végétalisées. Et puis après, on aura un point de vue qui est tout à fait intéressant, c'est un point de vue d'écologue par l'ARB Johan Eminski, qui viendra nous présenter un programme de recherche sur justement l'intérêt, en développant un petit peu sur l'intérêt écologique, biologique des terrasses végétalisées. Je crois qu'il nous parlera aussi un peu d'eau. Je n'ai pas cité les intervenants de la Divette, mais ils vont se présenter. Donc Yannick Bex et puis Claire Grosbelet. Je ne sais pas si Joachim, tu veux dire deux mots pour compléter. Non, tu as tout dit, Olivier. Je trouve juste, et j'insiste vraiment sur ce que tu as dit en matière de capitalisation, je trouve ça assez remarquable qu'en matière écologique, on puisse voilà, présenter des choses
capitalisé, suivi à partir de retours d'expériences concrets et c'est assez remarquable. C'est très rare en matière écologique et environnementale et donc je suis plutôt ravi qu'on puisse le faire au CIBI et puis avec les acteurs qui vont parler à l'instant. Voilà, mais j'ai rien d'autre à dire parce que c'était très bien. Ben, je vous souhaite une bonne présentation et je laisse la parole au représentant, je pense, donc au premier de la DIV. Tout à fait. On va y aller. Donc, je vous laisse la main, là, Yannick et Claire. Alors, Hop, le je micro vous est rends la... ouvert, hein, madame. Voilà. Voilà. Hop. Mon son est ouvert. Partager. Je pense que tout le monde voit l'écran avec le titre des toitures terrasses végétalisées. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Très bien. Merci, Monsieur Lemoine, pour cette introduction. Effectivement, sans répondre peut-être à toutes vos questions, sinon on va avoir du mal à tenir le timing, les terrasses végétalisées, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est très ancestral. On pourrait remonter au jardin de Babylone. Et effectivement, les toitures étaient utilisées de façon pragmatique pour isoler, pour protéger la toiture, donc à des fins tout à fait bénéfiques. Ça n'a pas été mis uniquement par hasard depuis très très longtemps et pas uniquement pour un point de vue esthétique. Par contre, le marché de la végétalisation du bâti, ou tout particulièrement les toitures végétalisées, c'est finalement une technologie, une pratique qui est très récente. En France, la toiture végétalisée a une trentaine d'années et la France est un pays majeur qui a pris à bras-le-corps cette technique de végétalisation du bâti il y a une trentaine d'années, mais véritablement, le marché ne s'est développé que vers les années 2007-2008, véritablement. Et donc, ça fait une vingtaine d'années, véritablement, que le marché se structure, se développe. Et de plus en plus aujourd'hui, on le verra un petit peu dans notre présentation, le pourquoi du comment par rapport aux problématiques globales que tout à chacun rencontre au niveau problématique environnementale ou autre. Sinon, la toiture démocratisée est surtout née en Allemagne, où l'Allemagne pratique depuis une petite cinquantaine d'années la toiture végétalisée, et c'est un marché qui a été locomotive et qui est très conséquent. Mais ce que l'on peut résumer sur la dynamique du marché, c'est qu'aujourd'hui, aux quatre coins du monde, sur tous les continents, la toiture végétalisée est quelque chose qui est plus que regardé, qui est pris à bras-le-corps et introduit de plus en plus dans nos pratiques de renaturalisation des villes et pour tous les bénéfices qu'on expliquera, puisque notre présentation va être assez simple. Je vais la faire avec Claire Grobelet, qui est la vice-présidente de l'association Adivet et qui est en même temps directrice R&D de la société florentaise. Et moi, je vais vous présenter donc l'Adivet. Claire vous présentera les domaines d'application, c'est-à-dire les typologies des toitures végétalisées, parce qu'il n'y a pas qu'un seul produit ou système pour faire de la végétalisation de bâti. Je reviendrai sur les bénéfices écosystémiques et Claire finira en vous donnant quelques repères sur le cadre réglementaire. Et moi-même, je ne me suis pas présenté, donc Yannick Beck, je suis le président de l'Adivet. Je suis de la société Soprema et directeur donc de Sopranature, l'entité de végétalisation du groupe Soprema. Voilà, alors je vais faire défiler ma présentation, je vais même m'éclipser. Voilà. Alors, la diapo suivante ne passe pas. Varum. C'est parti. Voilà. Donc, Claire, qui est en photo, vous la découvrirez dans quelques minutes. Alors, l'Adivet, c'est quoi? Écoutez, c'est une association interprofessionnelle qui est récente. Hein. Je disais que ça faisait une trentaine d'années qu'on faisait de la toiture végétalisée, mais le temps que quelques acteurs novateurs commencent à faire quelques toitures, eh bien, nous avons finalement créé cette association il y a bientôt une vingtaine d'années, donc en 2002. Elle regroupe qui? Elle regroupe l'ensemble des acteurs de la filière de la végétalisation du bâti,
à la fois pour les toitures végétalisées, mais aussi pour les façades végétalisées. Cette association regroupe une bonne soixantaine de membres qui sont répartis en 5 collèges pour avoir justement un éventail large de différents types d'acteurs pour cette filière, à la fois des entreprises, on va dire, d'application qui mettent en œuvre les toitures végétalisées sur les toits ou les façades. Donc, ce sont les entreprises d'étanchéité ou des entreprises du paysage. Nous avons bien évidemment un collège spécifique qui sont les fournisseurs de systèmes ou de composants de systèmes, puisqu'on vous expliquera qu'une toiture végétalisée, c'est aussi avec beaucoup de repères de systèmes bien définis et catégorisés en typologie de toiture végétalisée. Nous regroupons aussi des donneurs d'ordre, donc de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, des contrôleurs techniques, bien évidemment, qui sont acteurs qui vérifient aussi la mise en place dans les règles de l'art des toitures végétalisées. Vous le comprendrez aisément par rapport à la problématique du bâti, avec des règles constructives, etc. Il y a des experts, des bureaux d'études. Il y a aussi, bien évidemment, des organismes de recherche et de formation et des organismes professionnels divers du paysage et du bâtiment. Je ne vais pas tous les citer, avec qui nous travaillons principalement en partenariat, que ce soit la CSFE, Plantécité, l'Alliance HQE, le CIBI aujourd'hui, et nous en félicitons et de plus en plus, puisque Madame Dauphin vous l'a dit, il y a même une proposition de formation plus technique sur la pratique de la toiture végétalisée que nous ferons communément avec le CIBI. Et après, il y a la SNHF, différentes associations. Donc ça, ce sont des organismes avec qui nous travaillons, on va dire, au niveau national, mais l'ADIVET, qui est l'association française de la végétalisation du bâti, est bien évidemment interconnectée avec la Fédération européenne, qui est l'EFB, et aussi le WGIN, qui est l'interprofession, je dirais, internationale pour promouvoir le green roof au sens très très large. C'est la molette. Alors, l'ADIVET, quelles sont nos missions? Qu'est-ce que nous faisons? Tout d'abord, je tiens à préciser que l'ADIVET est une association, donc avec des membres qui payent une cotisation dans leurs différents collèges, bien évidemment, c'est le fonctionnement classique, mais nous avons la chance d'avoir surtout une déléguée générale. Un ou une, là c'est une déléguée générale, donc Sophie Rousset, qui est d'ailleurs parmi nous autour de l'écran et non de la table, et qui œuvre de façon importante et très dynamique pour l'ensemble des missions que je vais vous résumer. Alors bien évidemment, la mission d'une association interprofessionnelle, c'est de représenter le secteur sur lequel il est, donc la végétalisation du bâti, c'est de fédérer ses adhérents, les entreprises, les organismes, les partenaires, bien évidemment, autour de notre périmètre de prédilection, le bâti végétalisé. Et c'est aussi d'aider, de développer le marché, puisque nous croyons dans notre produit marché. Globalement, les gens qui sont autour du Green Roof sont des gens passionnés de divers horizons, qu'ils soient spécialisés dans le végétal, qu'ils soient spécialisés dans l'écologie, qu'ils soient spécialisés dans les modes constructifs, etc. Ce sont essentiellement des gens motivés sur lesquels nous comptons et nous fonctionnons donc sous le mode de bénévolat avec de très nombreux groupes de travail qui peuvent effectivement nous permettre de promouvoir la végétalisation du bâtiment. Donc, nous faisons des communications, des événements particuliers. Nous organisons un colloque d'ailleurs prochainement. Nous organisons des journées techniques. Nous participons à l'amélioration des connaissances et des argumentaires. Donc, nous participons à des programmes directement ou indirectement pour faire de l'acquisition de données qualitatives, quantitatives par rapport aux bénéfices écosystémiques ou non que peuvent apporter la toiture végétalisée. Donc, l'objectif, c'est aussi d'accompagner et de construire pour demain et de vulgariser nos techniques et nos savoir-faire en restant très humbles. Et donc, c'est de professionnaliser les acteurs futurs, acteurs et ceux qui interagissent dans le domaine, grâce à des formations. Donc, comme je vous le disais, nous aurons le plaisir de partager, d'être présents pour
vulgarisé lors d'une formation autour de la toiture végétalisée. Bien évidemment, nous avons un rôle très important au niveau des acteurs publics et privés. Notre objectif, c'est la promotion et le développement de la toiture végétalisée. Donc, c'est de chercher des relais, des appuis, des incentives, éventuellement des évolutions réglementaires. On a travaillé sur la loi biodiversité, on travaille sur la loi climat et résilience. On travaille effectivement dans tous ces sens-là par rapport aux enjeux et aux grosses problématiques que nous rencontrons, par rapport à la problématique de l'eau, par rapport à la problématique de la biodiversité. Effectivement, notre retour d'expérience et notre savoir-faire nous permet d'être acteurs pour faire évoluer les bonnes pratiques pour notre environnement, notre planète et tout à chacun. Nous publions des chiffres, bien évidemment. On essaye d'être concret et de donner des indicateurs d'évolution de cette filière. Voilà, donc des missions assez classiques pour une association interprofessionnelle. Alors, juste une petite diapositive avant de passer aux typologies des toitures végétalisées. On est dans quel contexte aujourd'hui? Le contexte, on le partage. Je pense que nous avons à peu près tous les mêmes angles d'analyse d'événements ou de faits majeurs. 80% de la population mondiale vivra en ville à l'horizon 2050. Donc, l'urbanisation qui a ses cycles, qui peut être remis en cause dans sa structuration, dans son mode urbanistique, fait qu'aujourd'hui, nous sommes des acteurs parce que nous végétalisons les bâtis, donc nous sommes un acteur pour faire évoluer éventuellement des pratiques dans l'objectif de renaturer la ville, bien évidemment, par rapport aux bénéfices qu'on explicitera plus tard. Donc, il y a des constats qui sont évidents. La problématique du changement climatique, donc ce réchauffement climatique, il est réel et la végétalisation du bâti est un outil, tout simplement un outil. Ce n'est pas la solution, bien évidemment, pour lutter contre les conséquences ou les incidences d'un réchauffement climatique par rapport à un environnement en ville où on va avoir un phénomène d'îlot de chaleur urbain qui est grandissant. Aujourd'hui, on arrive à avoir du 7-9 degrés à Paris, en plus, par rapport à une quinzaine de kilomètres du côté de Chevreuse, par exemple. La problématique du réchauffement climatique, eh bien, ce sont les phénomènes de pluviométrie, par exemple, qui sont beaucoup plus intenses, et puis après avec des périodes de sécheresse. Donc, la pluviométrie est une problématique. Le risque d'inondation est quelque chose qui fait très, très peur. On en reparlera d'ailleurs un petit peu plus tard. Et aussi la recherche du ZAN. La toiture végétalisée s'inscrit complètement pour apporter des réponses ou se positionner dans ces axes-là. Alors, la problématique de l'environnemental, bien évidemment, celle qui nous passionne d'ailleurs le plus quand on est du végétal, c'est le recul de la biodiversité. Donc, on en parlera plus tard aussi. Et puis après, il y a d'autres, effectivement, problématiques de santé publique. Comment vivre, s'émouvoir, je dirais, dans nos villes qui surchauffent, qui ont un degré de pollution important par rapport à nos activités, qu'elles soient avec la voiture ou autre, donc des problématiques de qualité d'air. Et puis, et on le voit bien, et d'ailleurs, cette période difficile que nous avons tous subie, que nous vivons encore avec la Covid-19, cette problématique psychologique où effectivement, on a envie de s'échapper et la vue tout simplement sur des choses plus naturelles, belles, vivantes, dynamiques, est quelque chose qui est important. Donc, on parle de psychique et de biophilie, bien évidemment. Donc voilà, donc les enjeux sont là, la ville se densifie, la ville surchauffe, la ville déborde et la végétalisation du bâti est effectivement un outil avec des performances qui apportent des solutions à des problématiques et on va les citer juste après. Voilà, je vais laisser la main donc à Claire qui va vous présenter un peu le domaine d'application et les typologies de la végétalisation. Claire me demande la main, je t'en prie. Merci. Alors, j'espère que ça va marcher. Donc, je vais vous présenter un petit peu Est-ce que ça marche? Parce que, du coup, j'ai demandé, tu m'as accordé le contrôle, parce que là, il ne se passe rien du tout, en fait. Il faut peut-être que j'arrête le mien, alors. Non, a priori, je peux prendre contrôle sur ton écran à distance.
vous êtes de contrôle de l'écran de Yannick. Oui, d'accord, mais Ah, ça a bougé, ça vient de c'est toi. bon, super. Bon, c'est parfait. Il faut juste trouver dans quel sens on fait bouger la souris finalement. Ok, Peut-être c'est la pardon, roulette, ça excusez-moi. ne marche pas avec les flèches. Ouais, d'accord. Parfait. Donc, sur les toitures végétalisées, il y a toute une typologie qui permet vraiment de définir chaque type de toiture et surtout toutes les contraintes techniques qui vont avec. Ça n'empêche pas qu'ensuite, en situation réelle de chantier, on peut s'éloigner un petit peu de ces cas qui sont décrits dans la réglementation, mais il faut absolument les connaître pour pouvoir vraiment intervenir sur les chantiers et donc bien connaître toutes les contraintes. Donc, on parle de végétalisation extensive, semi-intensive et intensive. Alors, les végétalisations extensives sont connues parce qu'elles sont, on va dire, les plus courantes, en tout cas, elles sont à un moment les plus représentées. Yannick, tout à l'heure, parlait du développement en Allemagne. Ça a été, entre autres, ce type de toiture qui est arrivé très fortement en France. Elles sont caractérisées par une très faible épaisseur de substrat et une faible hauteur de végétation. Il y a Olivier qui met des commentaires qui me déconcentrent. Merci, Olivier. Il y a ensuite la végétalisation semi-intensive qui, elle, va être un petit peu plus épaisse. Donc, on va être sur environ entre 12 et jusqu'à 30 cm d'épaisseur de substrat et donc des hauteurs de végétation qui peuvent aller jusqu'à facilement 40-60 cm, donc, y compris sur des arbustes à petit développement. Et puis ensuite, la végétalisation intensive, elle, est une conception plus traditionnelle puisqu'on la retrouve aussi sous le nom de terrasse-jardin. Et donc, il s'agit de végétalisation sur dalle. Donc là, avec de fortes épaisseurs, parfois supérieures à 1 mètre. Et là, plutôt de la terre végétalisée comme type de support de culture, avec des arbres, y compris des arbres à petit développement au maximum, comme type de végétation de grande taille. Donc, tout ça, je vais vous présenter quelques exemples. Alors, en commençant, on va dire à l'envers, en commençant par la végétalisation intensive, par exemple, donc la terrasse-jardin la plus traditionnelle. Alors, on a rappelé à chaque fois le petit mémo de base à savoir sur chaque type de toiture, à savoir que la terrasse-jardin, donc végétalisation intensive, relève d'une norme qui s'appelle le DTU 43.1, de son petit nom sympathique. Il s'agit en fait de la norme d'étanchéité des toitures béton, des terrasses béton. Donc, il y a toute une annexe qui concerne la végétalisation de terrasses. Donc, ce qui est important à retenir, c'est vraiment qu'on est sur un support béton. Donc, c'est le sol qui peut admettre de fortes charges. La deuxième contrainte, c'est que pour avoir une toiture intensive, on va être sur une pente qui est proche de zéro. Donc, vraiment limitée à 5% d'après la réglementation. Et puis, donc, pour être accessible et circulable, il y a aussi un ensemble de contraintes réglementaires autour de la sécurité des personnes qui va être liée. Donc, d'abord en termes d'accès. On ne peut pas accéder, par exemple, par une échelle à crinoline, comme ça peut être le cas sur une toiture extensible. Par contre, uniquement par escalier ou ascenseur. Et les garde-corps qui sont mis en place doivent aussi être adaptés à une population qui n'est pas forcément une professionnelle de la végétalisation. Donc voilà, donc ça, les petits coups de principe, on les retrouve dans la documentation technique. Je ne vais pas la décrire en entier. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, par exemple, ici, on est sur une toiture, celle de gauche est une toiture à Vienne, en Autriche. Donc, c'est un projet assez intéressant parce que c'est un projet sur lequel l'entretien est assuré par roulement par les habitants de l'immeuble. Donc là, avec des espaces vraiment de jardin ornemental et des espaces de détente, y compris avec terrasse, barbecue, etc. Donc, vraiment des espaces partagés par les habitants d'un immeuble. Celui de droite est aussi une autre toiture autrichienne, c'est celle de l'immeuble de Grünstadtbau, donc qui est vraiment l'un des organismes qui participent, qui travaille très fortement avec l'EFB, donc l'Association européenne de végétalisation. Donc aussi avec une toiture qui est compliquée à prendre en photo parce qu'elle est toute étroite et toute en longueur et avec des différences de niveau, mais qui a aussi vraiment une petite prouesse technique avec donc justement des zones végétalisées assez étroites et malgré tout un jardin vraiment très fourni. Alors, un exemple beaucoup plus proche de nous, et que certains ont sans doute déjà visité, puisqu'il s'agit des jardins de l'Atlantique sur la gare Montparnasse à Paris. Donc là, vraiment un exemple très emblématique de terrasse-jardin. Là, une autre réalisation qui allie différents types de toitures. Vous voyez au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée plutôt qu'on est déjà sur un R+1 ou R+2 peut-être, mais en tout cas, la grande toiture ici est une terrasse circulable, donc vraiment accessible aux piétons, accessible aux résidents des immeubles, donc vraiment en massif. Et puis, les architectes ont voulu traiter les toitures en leur donnant des fonctions, à savoir que sur la zone des immeubles de gauche, vous allez retrouver une toiture extensive, donc que je développerai un peu après,
Donc là, on va dire, qui a un intérêt parce qu'elle est visible par les habitants qui habitent dans les plus hauts niveaux des immeubles de droite. Et puis au contraire, là, sur les immeubles de droite, comme les toitures ne sont visibles par aucun des résidents de cette zone, là, on a une toiture qui est fonctionnalisée par du panneau solaire. Donc voilà, on a une différenciation du coup de l'utilisation des zones en fonction de ce que les habitants peuvent voir et ou utiliser. Alors là, on peut encore retrouver vraiment des utilisations très différentes. Là, on est aussi sur un bâtiment, donc est une médiathèque, avec des zones qui sont circulables, qui sont traitées en gazon synthétique, et des zones non circulables qui, elles, sont traitées en vrai gazon. Donc voilà, ce qui fait que ça permet aussi de protéger la végétation. Alors peut-être que les tenants de la véritable végétation non en plastique vont grincer des dents. Mais voilà, en tout cas, c'était un exemple de réalisation avec des contraintes techniques qui ont été aménagées pour permettre la cohabitation de zones circulables et non circulables sur cette toiture. Alors, je vais peut-être passer ça après, parce que je vous expliquerai pourquoi. Parce qu'on va dire, on a défini un nouvel objet dans notre typologie de trois toitures, donc typologie des toitures extensives, semi-intensives et intensives. On a introduit entre le semi-intensif et l'intensif, on a introduit ce qu'on appelle la toiture potager urbain. Et finalement, en fait, on va avoir des cas de figure différents. Donc, je vais d'abord passer sur le semi-intensif et je reviendrai sur la diapo précédente juste après. Donc, le semi-intensif, là, ne relève pas du DTU 43, donc une norme d'étanchéité, mais il relève de règles professionnelles. C'est-à-dire qu'on est sur un contexte où on considère qu'on n'est pas encore dans une technique traditionnelle de bâtiment, et donc on est sur simplement des règles professionnelles qui sont quand même un document technique complet. Donc la dernière édition est sortie en 2018. Et donc là, on est sur une toiture qui est réputée non accessible, c'est-à-dire qu'en dehors de personnes professionnelles, d'étanchéité ou de la végétalisation, cette toiture n'est pas visitable par du grand public ou même les résidents d'un immeuble, etc. Donc là, elle a une vocation à la fois esthétique et technique, parce que finalement, on est sur, on va dire, une solution qui permet d'avoir quand même des différences de niveau de végétation, vraiment du calpinage, de l'implantation de végétaux de taille petite jusqu'à moyenne. Donc, je disais des arbustes, des types arbustes de garrigue, par exemple, de jusqu'à 60 cm de haut, voilà, ce genre de choses, lavande, par exemple, à des substrats qui peuvent aller jusqu'à 30 cm d'épaisseur. Du coup, l'irrigation n'est pas forcément obligatoire sur ce type d'aménagement. Par contre, et donc on ne peut pas circuler donc en dehors de personnes qui sont habilitées à le faire. Donc là, on peut quand même retrouver en illustration plusieurs parties pris esthétiques. Là, ce qu'on va voir par exemple sur celle-ci, c'est qu'on est sur une toute petite zone traitée en semi-intensif, donc qui permet malgré tout de visiter cette toiture uniquement par des professionnels pour l'entretien de ces émergences, là, type la VMC par exemple ici. Ce qu'on voit au premier plan, c'est que les garde-corps qui sont mis en place ne sont pas des garde-corps pour l'accès du public, mais il s'agit bien de garde-corps uniquement pour les professionnels. Lorsqu'on parle de garde-corps accessible au public, il faut par exemple que des enfants ne puissent pas monter sur les barreaux et risquer de passer par-dessus. Voilà, donc là, voilà, ce sont aussi des indices par rapport au type de toiture. On va retrouver aussi, alors ici on est sur l'Engrève, donc dans le sud, avec une toiture qui a été, c'est un patio en cœur d'immeuble, c'est un patio qui a été refait, c'est-à-dire qu'au début il y avait une végétation principalement de crassulacées, qui a été remplacée par une végétation avec beaucoup plus de graminées et de plantes fleuries, donc avec une surépaisseur de substrat pour pouvoir aménager avec différents types de plantes un petit peu plus hautes. Encore un autre exemple qui est, on va dire, ce qu'on appelle un petit peu le mouton à 5 pattes. Donc là, on est sur un chai de vin de Bourgogne, donc à Nuit-Saint-Jean. Ici, on est donc sur une toiture qui est en pente. Donc, ce qui fait qu'elle est d'emblée de jeu non accessible et qu'elle n'est pas dans la catégorie des terrasses jardins à cause de ce détail-là de la pente. Par contre, elle est quand même traitée avec des plantations de vignes et de buis taillés, donc qui sont plutôt des végétaux qui ne sont pas courants en semi-intensif, mais plutôt présents en intensif. Et ensuite, on est aussi sur une zone qui est très facilement accessible, au moins pour l'entretien. Donc voilà, ce qui fait qu'on est sur une sorte de jardin en hauteur qui n'est pas accessible au public pour des raisons de sécurité, mais en tout cas avec un design qui a vraiment été très soigné et un très très fort, on va dire, un très fort accent sur le marketing, vraiment pour être vraiment en lien avec l'utilisation du bâtiment.
Alors, hop, pardon, j'avais dit que je revenais sur voilà, l'agriculture urbaine en toiture. Je vais y arriver avec cette souris, excusez-moi. Voilà, sur l'agriculture urbaine en toiture, donc on est vraiment sur un nouvel objet. Alors, nouveau depuis 4 ou 5 ans, il y a de plus en plus de demandes de toitures potagères qui sortent. Alors, il a été vraiment décidé, et ça a été une décision prise sous l'influence et sous vraiment une très, très forte recommandation des contrôleurs techniques du bâtiment, puisque pour utiliser une toiture potagère, on va avoir besoin de circuler beaucoup dessus. En pleine saison de production, il faut pouvoir venir visiter cette toiture quasiment tous les jours, ce qui fait qu'elle va être forcément accessible de façon très fréquente. Donc, de ce côté-là, on se rapproche fortement des conditions de l'agriculture intensive, de la toiture intensive. Et puis, par contre, on peut aussi, pourquoi pas, cultiver sur des épaisseurs beaucoup plus faibles, donc installer des potagers sur des toitures qui sont plus limitées en termes de contraintes, par exemple, notamment le risque, la surcharge admise, et donc, pourquoi pas aller jusqu'au semi-intensif. Donc, finalement, comme ces cas étaient vraiment nouveaux et très précis, et pas forcément bien décrits avec la réglementation existante, donc c'était à la fois le DTE 43.1 et les règles professionnelles éditées en 2018, il y a un nouveau guide qui est sorti, donc qui s'appelle aujourd'hui Recommandations techniques pour l'agriculture urbaine en toiture, que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site de la DIVET d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, ce document-là a pour vocation à décrire vraiment dans quel contexte on peut installer un potager sur une toiture, en tenant notamment en compte le type d'utilisateur. Par exemple, si vous êtes dans une résidence privée, que les utilisateurs vont être des habitants, alors on va même forcément, être obligatoirement sur une terrasse jardin, vraiment une typologie de type terrasse jardin. Par contre, si on est sur une utilisation type maraîcher urbain, donc professionnel, là on peut être sur une toiture terrasse type semi-intensive, donc voilà, donc plus technique, enfin voilà, voire quasiment une toiture technique, donc avec plus de contraintes, un accès moins facile et puis aussi des connaissances des règles de sécurité beaucoup plus drastiques. Voilà, donc c'est cet objet-là, en tout cas, qui a le vent en poupe aujourd'hui beaucoup, notamment avec des programmes comme les pariculteurs dans la capitale. Alors, hop, je reviens là où j'en étais. Donc, le dernier type de végétalisation de toiture, c'est ce qu'on appelle la végétalisation extensive. Donc, c'est celui qui représente le plus de surface aujourd'hui sur les toitures végétalisées. Donc, il est connu principalement pour le type de végétation de faible hauteur, donc très souvent des sédums et des crassulacées. On peut aussi, je vais vous montrer des exemples, trouver d'autres types de végétation. Ce qui va être intéressant, c'est que cette toiture peut être posée en ayant de très faibles charges admissibles, c'est-à-dire de l'ordre de 80 à 150 kg par mètre carré admissible sur une toiture. Ça permet quand même de poser de la végétation et donc un complexe de végétalisation. Donc là, on est sur un entretien relativement limité parce qu'on va être sur 1 à 2 passages par an. Donc les entretiens concernent d'abord le fait de surveiller la toiture. Il faut pouvoir enlever un arbre, par exemple, des graines qui seraient portées par le vent et qui feraient qu'un jeune bouleau va se développer sur une toiture. Elle n'est pas faite pour accepter ce type de végétation. Donc, il faut pouvoir l'enlever avant de devoir faire beaucoup de dégâts en l'enlevant parce que l'arbre aura grandi. Donc, c'est ce genre d'intervention et de surveillance qu'il faut avoir. Et puis, évidemment, surveiller aussi l'entretien de toutes les émergences, les évacuations d'eau pluviale, les relevés d'étanchéité, etc. Donc, en tout cas, voilà, c'est la plus grande facilité d'entretien et le fait qu'on soit sur des contraintes plus fortes a joué beaucoup en faveur de l'installation plus nombreuse de ce type de végétation. Alors, quelques exemples de réalisation. Donc là, on va être sur un collège qui a été fait dans le sud de la France, donc vraiment typiquement en sédum, avec une végétation qui va être un peu plus dans les tons de rouge, comme vous voyez sur la photo de droite, dès qu'on est sur des zones plus hivernales. Là, on va avoir un hypermarché fait en région parisienne. Alors, celui-ci était très intéressant parce qu'il admettait une très faible charge. On était à peine à 80 kg par mètre carré. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, alors c'est difficile de se rendre compte sur la photo, mais les angles du bâtiment sont sur des niveaux de pente à 100%. Ce qui fait qu'il a fallu mettre en place aussi des systèmes de rétention de substrat et donc des systèmes anti-érosion. Et finalement, il y a quand même un enjeu technique qui est assez fort pour que cette toiture soit bien installée. Il me semble que cette toiture a plus de 12 ans, donc c'est un système qui fonctionne très bien aujourd'hui. Encore un autre exemple où là, finalement, on est sur des installations dans lesquelles les épaisseurs vont varier.
Donc, le haut du bâtiment est traité en sédum avec des épaisseurs de 8 cm. Et lorsqu'on glisse vers le bas du bâtiment, où l'idée vraiment des architectes, c'était de fondre le bâtiment dans l'espace de parc qui est derrière, on va se rapprocher de prairies, de graminées, donc avec des épaisseurs de substrat qui vont progressivement augmenter. Donc, vous voyez, donc on va pouvoir retrouver dans les installations des zones qui sont semi-extensives, des zones qui sont semi-intensives, pourquoi pas aussi des zones intensives, tout ça sur le même chantier. Voilà. Et puis donc, on peut encore traiter en extensif des zones complètement différentes. Donc là, on est sur les docks des quais d'Austerlitz à Paris, donc avec des zones qui sont circulables, donc qui sont traitées comme des pontons de bois type ponton de bateau. Et puis, on va avoir des zones là qui sont vraiment traitées les émergences en végétalisation, donc graminées plus sédum. Et là, contrairement, on va dire, à une règle générale qui est que on n'arrose pas forcément et on ne prévoit pas forcément de système d'arrosage pour des toitures extensives, là, il y a une forte visibilité de ces zones-là. Donc, plus elles seront entretenues, plus ça limitera les envies de dégrader l'objet. Donc, finalement, voilà, là, il y a un système d'arrosage qui a été mis en place pour permettre aussi à la végétation d'être bien installée et donc préserver aussi le côté esthétique voulu par les architectes du projet. Encore d'autres types de réalisations qui montrent qu'on n'est pas du tout, contrairement à une idée reçue, puis en plus je vous ai montré un exemple avec ça, où on ne ferait que sur des sédums. Donc là, on est sur des zones où on va avoir des sédums, mais aussi donc, sur la droite de la ligne de vie. Et puis on va avoir à gauche des bulbeuses, donc des iris, et puis d'autres plantes qu'on ne vit pas forcément très bien. Mais ce qui va être intéressant avec les bulbeuses, c'est qu'on va pouvoir ponctuellement augmenter très légèrement l'épaisseur de substrat, passer de 10 à 15 cm sur une sorte de bande en fait, du substrat et donc jouer avec les répartitions des charges pour pouvoir augmenter ponctuellement et à côté avoir une zone vraiment très faible en épaisseur et donc donner un effet vraiment de végétation complètement différent avec du relief et avec des plantes beaucoup plus hautes et donc un aspect paysager même en étant sur une toiture extensive. Voilà, bon, encore un autre exemple ici sur le bâtiment d'archéologie préventive de Dijon, où là, on a travaillé aussi avec des graminées, avec des plantes fleuries, des astères, et puis aussi donc, avec pas mal de sédum. La toiture a été prise en photo aussi à différentes périodes, donc on a voilà, ces jeux de couleurs aussi en fonction des zones qui peuvent être tout à fait intéressants. Et puis encore un autre exemple d'extensif où là, vous avez donc d'abord une pente donc à prendre en compte. La végétation a été installée en rouleau précultivé. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur la zone qui est un petit peu à l'arrière-plan de la photo, on voit encore les rectangles des rouleaux précultivés, avec des zones vraiment, la végétation est plus haute et d'autres beaucoup plus basses. Donc, ça dépend vraiment de l'endroit où on les prend dans la pépinière. Et puis, au premier plan, la toiture a été réalisée quelques mois auparavant et on voit déjà que la différence entre ces différents rouleaux s'estompe et finalement on arrive à un ensemble harmonieux et donc c'est ce qui va compter évidemment sur la réalisation finale. Voilà, donc là on est aussi sur une zone de patio entre différents immeubles, donc qui n'est pas accessible. On est manifestement au-dessus d'un parking, c'est l'indice, c'est vraiment le type de ventilation qu'on voit ici, avec une zone là qui est plus ou moins entretenue, plus ou moins spontanée. Donc il y a aussi des colonisations possibles par des adventices. Là, voilà, on ne sait pas dans quel état est le chantier. Ce qu'on constate juste, c'est qu'il y a ce tas de gravier qui reste ici. Ce n'est pas forcément très opportun puisque ça peut faire une surcharge ponctuelle. Mais voilà, après tout, il peut aussi avoir un intérêt pour avoir certaines faunes. En tout cas, voilà, on n'a pas l'historique en fait sur ce chantier-là, mais on a pu constater ce petit point et donc on le garde dans les exemples. Voilà, donc là, on est encore sur d'autres types de floraison. Donc, c'est vraiment pour illustrer toute la diversité végétale qu'on peut mettre sur de l'extensif. On peut aussi retrouver des équipements spécifiques. Hein. Là, on va être sur la photo de droite sur les EP, donc avec les grilles de séparation pour vraiment garder le substrat et les plantes à leur place. Et puis, vraiment au premier plan, la zone de gravier, donc vraiment traitée comme une zone stérile, dans laquelle on va pouvoir retrouver l'évacuation d'eau pluviale qui, elle, doit vraiment rester vraiment très clean pour pouvoir justement jouer son rôle de recevoir, collecter et évacuer de la toiture les eaux de pluie. Alors, encore un exemple, histoire de nous faire voyager un petit peu, celui-ci est à la Réunion, avec des plantes exotiques.
Et puis donc, oui, je vous disais qu'effectivement, on peut retrouver, la plupart du temps, on peut retrouver des différentes zones de toiture, donc avec des toitures mixtes. Ça, c'est l'intérêt vraiment, ça va être de pouvoir optimiser l'utilisation de la terrasse. Il y a une zone qui peut admettre ponctuellement une charge beaucoup plus importante, donc elle peut être rendue circulable. Et on va pouvoir végétaliser des zones autour qui, elles, sont plus contraignantes. Donc en donnant vraiment l'aspect et l'illusion d'un jardin, sachant que ces zones-là végétalisées ne seront pas forcément accessibles et circulables par le public qui peut accéder à cette toiture. Voilà un petit peu pour les exemples que je pouvais vous présenter. Donc, je vais rendre la main à Yannick qui va vous parler des bénéfices écosystémiques des toitures terrasses végétalisées. Merci Claire pour cet éventail large, effectivement, du champ des possibles des toitures végétalisées. Effectivement, on voit que la diversité ou la palette végétale est finalement très large et on peut effectivement avoir des toitures qui semblent peu biodiverses, mais on peut aussi voir qu'on peut faire des toitures biodiverses, bien évidemment. Alors, pourquoi il y a une telle hétérogénéité où le spectre est aussi large? C'est que le concept de la toiture végétalisée, c'est d'essayer de végétaliser, pas à tout va et le plus possible et n'importe comment, bien évidemment pas n'importe comment, mais c'est d'essayer de répondre par rapport, je dirais, aux prérequis, c'est de végétaliser du bâti. Donc, on est en connexion avec le monde du bâtiment, avec les contraintes du bâtiment. Et les deux premières données, sans rentrer dans les détails, principales sont quel est le support et quel est le poids admissible. Est-ce une toiture circulable ou est-ce une toiture non circulable? Alors, je dirais, vous l'avez vu sur le segment des toitures extensives, eh bien oui, une toiture extensive, c'est véritablement la réponse qui a quand même une largesse maintenant en termes de palette végétale, grâce au savoir-faire qui s'enrichit au fur et à mesure. Mais une toiture inaccessible sur laquelle on veut faire de la végétalisation qui de surcroît serait en bac acier, du than, qui peut recevoir que 80 kg, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que l'on laisse une étanchéité autoprotégée à l'air libre qui va être un radiant à 70 degrés toute la journée, qui va renvoyer la chaleur dans l'atmosphère, qui est très moche, qui fait qu'à l'intérieur du bâtiment, on va être en surchauffe, ou est-ce qu'on essaye malgré tout, et c'est le concept de la toiture végétalisée extensive, c'est d'essayer de végétaliser pour y apporter des bénéfices que je vais expliciter maintenant. Voilà, donc c'est juste une petite précision par rapport à la toiture extensive. Donc, quand on a ces contraintes, eh ben, oui, on est amené à respecter des poids, et quand on n'a que 80 kg de portance, on ne peut pas mettre malheureusement 20 cm d'horizon de substrat permettant d'avoir une palette végétale arbustive ou autre, etc. C'est pour ça qu'on fait des toitures qui sont dites très légères, mais je me permets, c'est une très mauvaise expression, c'est mieux que rien, bien évidemment. Alors, les bénéfices écosystémiques. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que sur ce domaine de toiture extensif, bien évidemment, vous l'avez vu, on n'est pas sous le DTU 43.1, on ne peut pas faire d'extrapolation de la terrasse jardin sur un bac acier, terrasse inaccessible. Donc, pour ce faire et pour pouvoir valider et être contrôlé dans le monde du bâtiment avec les contrôleurs, eh bien évidemment, nous avons des règles professionnelles qui exigent des documentations techniques de référence de ce système extensif qui sera mis en place par un acteur de la filière. Alors, les bénéfices écosystémiques. Alors, on va commencer par le fait de contribuer contre le phénomène d'îlot de chaleur. Comme vous pouvez le voir, là, il y a une petite photo qui montre que dans une ville, la ville surchauffe. Ça, c'est normal. Alors, c'est dû aux activités, effectivement, de l'humain. C'est dû aux matériaux de l'urbanisation, bien évidemment. Donc, on sait que nos villes chauffent et surchauffent. Alors,
la toiture végétalisée. La toiture végétalisée va permettre de contribuer au rafraîchissement de la ville, de nos villes, de nos villes et de la toiture. Et une toiture végétalisée va permettre d'abaisser de 3 à 5 degrés la température ambiante à 1,50 m. Voilà. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est le phénomène d'évapotranspiration qui va permettre de consommer de l'énergétique, des calories pour que l'eau, pour s'évaporer, passe à sa phase gazeuse. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin dans l'explication technique ou scientifique, mais c'est ce phénomène-là. Donc le point de rosée s'abaisse, etc. Donc on a un abaissement de la température ambiante. Cette température ambiante, quand on sait quand on parle de réchauffement climatique, 1 à 2 degrés, c'est énorme, il faut être dans ce référentiel-là. On n'est pas en train de dire que la toiture végétalisée, on ne se compare pas à une surface étanchée classique ou gravillonnée, sinon on dirait que la toiture végétalisée permet d'abaisser de 30 à 40 degrés la température sur le toit. Mais malgré tout, le fait qu'il y ait une toiture végétalisée, grâce à cette nature, comme on peut le retrouver dans une rue avec des arbres, avec des espaces verts au sol, bien évidemment, ça contribue à rafraîchir, je dirais, l'atmosphère pour le bien-être de tout à chacun. Alors, autre bénéfice très intéressant et très, très important, de plus en plus important en tout cas dans la politique de nos villes au niveau de l'urbanisation, c'est la gestion des eaux. Voilà, donc on a des phénomènes de plus en plus violents, comme on le disait. L'imperméabilisation fait que nos villes débordent. Alors, la problématique de l'inondation, elle est très, très large. À titre d'information, c'est la première cause de désastre au niveau des assurances. Il faut savoir que la moitié de nos communes sont plus ou moins inondables. Et il faut savoir que pour les assurances, rien qu'en France, le coût des inondations, c'est 1 milliard par an. Là, on parle de coûts plutôt matériels. Alors que, comme vous l'avez vu encore dans le sud-est, il y a malheureusement 1 an, l'eau est terrible, l'eau ne s'arrête pas et l'eau déforme ou attaque même la topographie environnante et peut enlever les montagnes. Donc, il y a quand même des destructions humaines qu'on ne comptabilise pas, mais donc on va rester que sur le matériel. Mais la destruction matérielle est un coût énorme. L'arrêt économique pour une région comme la région parisienne ou une grande métropole est terrible. Et c'est ce que tout à chacun voudrait éviter. Et puis, ce que l'on oublie très, très souvent, c'est qu'en France, notre réseau, il est unitaire, principalement, encore malheureusement. Ce qui fait que quand tout se passe bien, nos eaux usées et nos eaux pluviales se mélangent dans les réseaux et on a nos stations d'épuration qui font le travail de tampons, etc., etc. Quand on a des inondations, quand on a un surcroît d'eau pluviale, eh bien, on a un engorgement et on a nos eaux usées mélangées aux eaux pluviales qui remontent, on le voit. Et c'est là qu'on a un problème, c'est que cette eau polluée se redéverse dans le milieu environnant et on a une réelle pollution. Donc l'inondation, c'est aussi pollution du milieu environnant. Alors, la toiture végétalisée, comment va-t-elle contribuer par rapport à la gestion des eaux pluviales? Alors c'est très simple, il y a différents types de mécaniques, je vais aller très rapidement. La première, quand une pluie tombe du ciel, elle arrive souvent sur un toit. Il faut savoir que 35% des villes ont des toits plats en moyenne, donc il y a beaucoup d'eau qui arrive sur des toits plats qui potentiellement peuvent recevoir des toitures végétalisées. Et quand vous avez une surface gravillonnaire ou une étanchéité basique, eh bien, la totalité des millimètres qui tombent sur votre toit va directement dans les réseaux et c'est là qu'on crée de l'engorgement. Avec une toiture végétalisée, vous allez avoir un phénomène de tampon, donc on va avoir en fait une absorption de l'eau par la toiture végétalisée dans l'épaisseur du substrat. Et là, donc, la toiture végétalisée va agir un peu comme une éponge. Donc, le temps que l'éponge se remplisse, on va avoir un phénomène qui est de dire on va avoir un déphasage.
Ça veut dire que pendant 1 heure et demie, 2 heures, vous n'allez pratiquement pas renvoyer dans les évacuations d'eau pluviale de l'eau qui est tombée du ciel, c'est la toiture végétalisée qui l'a gardée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on a un phénomène pluvieux, des pluies très très fortes que nous avons de plus en plus, eh ben, quand bien même l'éponge serait saturée, elle va percoler, elle a un coefficient de ruissellement, et on va écrêter, je dirais, l'intensité pluviométrique et de débit potentiel qui est là, dramatique, parce que c'est souvent ça qui fait déborder ou saturer, et qui sature donc nos réseaux. Donc le phénomène basique, c'est déphasage et on écrète. Et pas seulement, parce qu'en fait, on va après en restituer, ça reste dans la TTV, et on va évaporer de l'eau, et s'il y a des plantes sur la toiture végétalisée, on va consommer de l'eau. Alors, tout ça, je ne dis pas que c'est très, très variable, mais il y a des optimums en fonction des typologies de systèmes que vous a présenté Claire. C'est très simple. Plus il y a d'épaisseur, plus votre éponge est épaisse, plus vous retenez d'eau. Voilà. Donc, sur une épaisseur en extensif avec du sédum, vous allez en retenir moins qu'avec plus d'épaisseur. Et bien évidemment, même chose, donc on parle de coefficient de ruissellement. Sur un substrat très extensif, assez granulaire, vous allez percoler plus que si vous êtes sur un substrat plus amendé et plus organique et de fait, de toute façon, plus épais. Alors, la gestion des eaux pluviales. La toiture végétalisée, qu'est-ce qu'elle apporte? Eh bien, elle apporte énormément de choses et aujourd'hui, il faut savoir que, comme je vous le disais, cette problématique est vraiment sur la table à tous les niveaux. Depuis quelques années, les agences de l'eau structurent de plus en plus des attentes, des obligations, de la réglementation. Alors aujourd'hui, les agences travaillent par rapport à leur bassin versant, bien évidemment, donc ont des modes de calcul ou des règles qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais globalement, on parle de la même chose. Certaines agences de l'eau vont parler d'abattement et d'autres vont parler d'abattement et de gestion de débit. Tout ça dépend de l'agence de l'eau. Donc aujourd'hui, une toiture végétalisée, elle va abattre un événement pluvial. Abattre, c'est capter. Le mot abattement, ça peut être aussi zéro rejet, ça peut être des mots de ce type-là. Mais effectivement, l'abattement, c'est le captage de l'eau qui ne sera pas renvoyé donc au réseau, et c'est bien ce que va apporter la toiture végétalisée par rapport à la pluie. Paris est très abattement, et Paris a fait son zonage depuis de nombreuses années et parle de quelques millimètres. Donc l'abattement, ça va être 8 mm, 10 mm, alors qu'il y a une autre façon de gérer les eaux, c'est de la gestion au niveau du débit. On va parler de débit de litres secondes par hectare, où là, c'est une autre réglementation. Ça dépend. Donc on parle soit d'abattement, soit de gestion de débit. Mais malgré tout, ce que l'on peut observer, et on ne peut que s'en féliciter, c'est qu'il y a des subventions par rapport à cela. Donc aujourd'hui, quand vous voulez un permis de construire, on vous demande de rendre compte par rapport à l'eau qui va tomber sur votre toit. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur le promoteur, de l'eau qui va tomber sur votre toit? Eh bien, les agences de l'eau disent, eh ben, je vous demande de rejeter tant, mais pas plus, voire d'en garder plutôt le maximum. Et donc, pour avoir le permis de construire, de plus en plus, il faut avoir des toitures qui ont cette fonction de gestion des eaux. Et d'ailleurs, c'est très cordial, les agences de l'eau octroient des subventions. Donc tout ça, ça se fait en amont, en avant-projet, comme on dit, hein, et les subventions seront payées que lorsqu'il y aura eu un contrôle, comme quoi la toiture végétalisée est bien là pour remplir les fonctions qui ont été données en contrainte pour l'obtention du permis de construire. Voilà, donc la toiture végétalisée est un outil, effectivement, pour tamponner, absorber, évacuer de l'eau plutôt qu'elle soit ruisselante et engorge nos réseaux et crée des inondations. Autre bénéfice écosystémique, le confort d'été. Alors, le confort d'été, oui, l'inertie d'un système de végétalisation sur un toit va permettre effectivement d'apporter un effet d'isolation. Alors, je ne vais pas le détailler, c'est plutôt dans nos formations que l'on prend ce temps-là,
mais la toiture végétalisée, les végétaux vont agir un peu comme un parasol sur le substrat. Donc, les rayonnements lumineux vont effectivement être absorbés par les végétaux. Le substrat ne va pratiquement pas chauffer et donc il n'y a pas de phénomène d'émissivité ou de réceptivité, en gros de pénétration de flux dans le bâtiment qui viendrait chauffer. Donc, on a effectivement une fonction d'isolation et on parle donc d'isolation qui apporte un confort thermique et on parle de confort d'été de 2 à 4 degrés et c'est aussi très significatif 2 à 4 degrés. Vous prenez un bâtiment logistique avec du froid à l'intérieur, enfin avec des produits qui ne doivent pas trop chauffer plutôt, eh bien, ça permet d'éviter la climatisation. Donc, au-delà des économies, c'est aussi bon de ne pas faire fonctionner des machines si on peut s'en passer. Voilà, donc je ne vais pas plus loin sur le confort thermique. C'est aussi lié aux plantes, c'est aussi lié à l'inertie et l'humidité du système, etc., etc. Bon, là, ça résume à peu près la même chose sur les flux, la pénétration. Ce qui est important peut-être de dire par rapport à cette problématique thermique ou de flux chauffant par rapport au rayonnement, c'est que quand vous avez une toiture sans végétalisation, elle va monter à 70, 75 degrés sans problème. Donc, vous imaginez, vous avez un radiateur grille-pain qui est à fond à 9 toute la journée. Alors que si vous avez une toiture végétalisée, eh bien, s'il fait 25 degrés, vous aurez 2-3 degrés de moins en air ambiant et vous n'aurez pratiquement pas de pénétration de flux d'indice thermique, enfin de flux pénétrants qui viendraient chauffer. Et parce que quand vous avez une toiture végétalisée, vous avez seulement une variabilité d'une douzaine de degrés dans la journée. Vous avez quelque chose de très stable par l'inertie du système de végétalisation. Alors que s'il n'y a pas de toiture végétalisée, vous montez à 70 degrés quand il fait soleil et à la fin de la journée, vous redescendez à 15 degrés ou à 12 degrés. Donc, vous avez des variations de température, des excès de température. Donc déjà, ça vient abîmer, je dirais, l'ouvrage ou la protection de l'ouvrage qui est l'étanchéité. Donc, le fait d'avoir une toiture végétalisée vous permet d'avoir une étanchéité pérenne pendant 30 ou 40 ans, bien évidemment. Donc voilà, donc la toiture végétalisée vraiment contribue à rafraîchir l'air ambiant, contribue à un confort d'été à l'intérieur du bâtiment. C'est ce qu'il faut retenir. Alors, le confort d'été, là, je ne vais pas aller plus loin, c'est un peu plus de détails. Alors, des bénéfices écosystémiques de la TTV, alors, ils sont assez classiques par rapport, je dirais, au végétal, tout simplement. C'est l'amélioration de la qualité de l'air, tout simplement parce qu'on fixe les pollens, parce qu'on va produire de l'oxygène, parce qu'on va capter le CO2 et qu'on va aussi piéger des métaux lourds ou d'autres particules. Donc, on contribue véritablement à l'amélioration de l'air pour tout à chacun. Il y a le bien-être, bien évidemment, j'ai parlé de biophilie, etc., quand il y a du vis-à-vis. Au niveau acoustique, on a parlé d'isolation thermique, on peut parler aussi d'isolation acoustique. Une toiture végétalisée va réduire donc, les décibels de 10 à 20. Ça veut dire en gros qu'on divise le bruit par 2. Donc, pour ceux qui habitent malheureusement près d'une zone à nuisance sonore, c'est quand même une très très bonne chose. Voilà, et la protection du bâti, j'en ai parlé, par rapport au poinçonnement, par rapport aux UV, par rapport aux variations de température. L'étanchéité, effectivement, aura une pérennité plus que doublée avec une toiture végétalisée. Je repasse la main à… Non, il y a aussi des coefficients biotopes. Alors oui, on contribue, ça permet, donc c'est introduit dans la loi ALUR. Donc, bien évidemment, une toiture végétalisée n'a pas le rendement référentiel de 1 d'un espace vert, comme au sol. Par contre, on peut intégrer la toiture végétalisée, on peut, avec son coefficient biotope, son CBS, qui est calculé, il est en fait de 0,7, donc ce n'est pas insignifiant. Et pour une façade végétalisée, on parlera de 0,5 comme coefficient biotope. Voilà. Eh bien, Claire, je te redonne la main pour le cadre réglementaire. OK, merci. J'ai approuvé. Donc, sur le cadre réglementaire, alors c'est évidemment, je vais terminer par la partie
la plus rébarbative. J'espère que je ne vais pas vous perdre d'ici là. Alors, d'habitude, ça ne remarche pas. Si ça y est. Voilà. Donc, sur le cadre réglementaire, en fait, il y a deux types de documentation. On va les distinguer, en fait. Il y a les documents généraux de référence et puis les documents techniques d'application. Alors, l'un et l'autre ne sont pas exclusifs, au contraire. Hein. À savoir, donc, dans les documents de référence généraux, on va retrouver des normes et des règles professionnelles. Donc, la différence, c'est que les normes sont écrites lorsqu'on considère qu'on a suffisamment de recul sur une technique, sur un métier, pour pouvoir justement être capable d'écrire cette norme et donc de la faire approuver. Donc, vraiment une norme AFNOR qui est écrite par des commissions dépendant du monde du bâtiment. Et donc là, on est vraiment sur ce qu'on appelle les techniques traditionnelles. Quand la technique est moins traditionnelle, c'est-à-dire qu'elle est pratiquée depuis un petit peu moins longtemps, on va d'abord commencer par des règles professionnelles. Donc, pour écrire des règles professionnelles, il faut avoir une légitimité, c'est-à-dire être vraiment représentatif de l'ensemble de la profession. Donc, c'est-à-dire que les syndicats professionnels et les structures interprofessionnelles comme la DIVET sont légitimes pour écrire ce type de document. Et puis donc, c'est le premier document avant normalisation. Donc, ce qui est important, c'est que ce document fait foi en cas de litige sur un chantier. Il n'y a pas d'autre texte de référence que ces règles professionnelles ou ces normes. Donc ça, voilà, ça c'est le premier niveau de document de référence. Le deuxième niveau, ça va être ce qu'on appelle les documents techniques d'application. Et donc là, il s'agit des avis techniques ou des avis de techniques expérimentales ou encore des ETN, enquêtes de techniques nouvelles. Donc, un avis technique, c'est quoi? C'est si vous êtes un fabricant de toitures végétalisées, eh bien, vous allez pouvoir demander au CSTB de valider votre système. Donc, ce procédé, c'est une prestation du CSTB, et donc ça va vous permettre de démontrer que votre système est sécurisé voilà, dans un certain nombre de situations. Il va y avoir par exemple des tests d'arrachement au vent, des tests de résistance au feu, évidemment des tests par rapport à la portance, par rapport aux charges admissibles, etc. Et donc, après une analyse complète du système et évidemment rédaction d'un dossier et présentation de ce dossier devant une commission d'experts, celui qui a voulu monter un système de végétalisation va pouvoir obtenir son avis technique qui est délivré pour 5 ans. Et donc, ça permet, ça c'est très important parce que l'architecte qui, lui, va devoir prescrire des systèmes va pouvoir être rassuré en voyant que les systèmes parmi lesquels il a le choix ont déjà fait, on va dire, l'objet d'un décortiquage assez complet. Et donc, ça permet aux assurances notamment d'assurer justement ces produits qui seront mis sur le bâtiment et donc leur installation. Donc, ça, c'est un point très important. Ensuite, lorsqu'on est moins avancé sur un système qu'on voudrait développer ou parce qu'on est vraiment en train de réaliser un système sur mesure et qu'on veut acquérir de l'expertise et la démontrer, on peut aller vers ce qu'on appelle l'avis technique expérimental et ou l'enquête de techniques nouvelles. Et donc là, il s'agit des premières démarches de reconnaissance d'un produit. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que ça permet l'innovation. C'est-à-dire que dans les documents de référence généraux, si je reviens sur la première partie, vous avez donc tous les normes et les règles professionnelles qui vont décrire un ensemble de contraintes techniques. Par exemple, dans les règles professionnelles, vous allez retrouver des prescriptions qui concernent la façon dont on doit faire un substrat, notamment avec la teneur en matière organique, le fuseau granulométrique, le minimum de capacité de rétention d'eau, etc. Donc, ce genre de choses. Mais au-delà de ça, si vous voulez un petit peu sortir des sentiers battus et aller vers quelque chose de complètement innovant, alors oui, vous allez devoir, on va dire, soumettre votre produit et votre projet à un corps de professionnels, hein, donc notamment CSC et bureau de contrôle ou bureau de contrôle, pour pouvoir démontrer que le produit qui va être installé est vraiment, on va dire, ne met pas le bâtiment en danger. En fait, c'est vraiment ça. Donc voilà, donc là, dans ce cas-là, il s'agit ce qu'on appelle une enquête de technique nouvelle sur un produit qui peut sortir un petit peu des sentiers battus par rapport aux documents de référence généraux. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on a… je reviendrai là-dessus après. Oui, enfin oui. Ce que j'allais dire, c'est que quoi qu'il en soit, lorsqu'on a un produit, lorsqu'on veut mettre en place un produit sur une toiture, on va devoir rédiger un descriptif complet qu'on appelle un cahier des charges du produit qu'on est en train d'installer. Ce n'est pas forcément un produit au sens industriel du terme, mais ça va vraiment être de toute manière tout ce que vous mettez, c'est-à-dire l'ensemble du système, c'est-à-dire depuis l'étanchéité jusqu'à la végétation, avec toutes les couches intermédiaires, doit être décrit dans un document technique. Et c'est ce qu'on va appeler le document de référence
document technique de référence pardon, du produit qui sera installé sur la toiture. Et ça, c'est vraiment très important pour que les bureaux de contrôle puissent valider le projet du bâtiment. Voilà. Donc, et donc, il y a un certain nombre d'éléments qui doivent être présents. Ça, je vais vous le détailler après. Donc, les règles professionnelles en elles-mêmes, comment ça s'est passé pour écrire ces règles pro? Donc là, la dernière édition est sortie en 2018. Je vous envoie une photo de couverture là, sur la slide présentée. Ce document, en fait, a d'abord été rédigé par les professionnels. Donc, vraiment des professionnels du bâtiment, différents interlocuteurs de la filière, aussi bien des gens qui font des systèmes d'étanchéité que des personnes qui font du substrat ou encore des barrières de protection, des garde-corps, etc., ou des lignes de vie. Et donc, chaque intervenant a amené son expertise. Et donc, ça a fait l'objet d'un premier document qui devait faire environ 150 pages. Et puis ensuite, ce document a été vraiment épluché vraiment par les bureaux de contrôle et par un ensemble d'experts, on va dire un collège d'experts élargi par rapport au comité de rédaction. Et donc ça a été ensuite l'objet vraiment de travail point par point sur chaque remarque qui avait été apportée. Le travail a pris quasiment 2 ou 3 ans. Une fois que tout le monde est arrivé à se mettre d'accord sur le contenu du document, il a été présenté au Conseil des professions de la FFB, donc la C2P, donc, voilà, qui a rendu un avis sur le document. Et donc là, qui a validé ce document. Donc, en gros, ces règles professionnelles sont vraiment officiellement reconnues comme étant le document de référence de la toiture végétalisée extensive et semi-intensive. Je vous le disais tout à l'heure en introduction, pour l'intensif, on est sur une annexe du DTU, donc qui décrit vraiment précisément les conditions. Enfin, il y a un chapitre complet dans le DTU et puis une annexe qui décrit vraiment les conditions dans lesquelles on peut réaliser une terrasse jardin intensive. Voilà, mais pour tous les autres cas de figure, on est sur le document règles professionnelles de la végétalisation. Voilà. Et puis donc, le stade encore plus avant, peut-être un petit peu moins abouti avant les règles professionnelles, c'est ce qu'on va appeler les recommandations techniques. Et donc là, on a un exemple actuellement, puisqu'on a mis environ 1 an et demi à 2 ans à proposer un document complet donc, qui s'appelle Recommandations techniques de l'agriculture urbaine en toiture. Et donc, ce document-là n'est pas encore une règle professionnelle, mais il se positionne pour être la base d'une règle professionnelle si jamais ce document-là devait sortir. Donc, le contenu de ce type de document, c'est vraiment de donner vraiment toutes les informations techniques, on va dire, d'aider celui qui aurait un projet de végétalisation en toiture pour vraiment penser à tout ce qu'il faut regarder, vérifier, le contexte dans lequel on se positionne, les cas possibles, les cas justement qui au contraire ne sont pas possibles. Il ne suffit pas de se dire oui, j'ai une surface, oui, elle est étanche et oui, j'ai un accès pour pouvoir poser n'importe quoi dessus, si vous me permettez de le dire comme ça. Donc, du coup, voilà, on a vraiment voulu concevoir ce document comme étant un accompagnement. Et donc, ce document-là, aujourd'hui, a été édité et maintenant, il va vivre sa vie. Et vraiment, l'idée, c'est la version 0 qui est sortie. Donc, il sera révisé, amendé aussi avec des innovations et aussi le cumul d'expériences des différents acteurs. Dans tous ces documents, les expériences professionnelles des spécialistes de ces installations sont prises en compte. Ça permet par exemple de dire que, une anecdote, dans une discussion, il a été proposé que pour faire une toiture potagère, il ne fallait pas moins de 30 cm de substrat. Et finalement, avec le recul d'expérience, on est redescendu sur des choses qui sont beaucoup plus contraignantes, par exemple 12 ou 15 cm de substrat, parce qu'un des acteurs qui fait du potager urbain en toiture depuis longtemps avait des chantiers réussis avec ce type d'épaisseur beaucoup plus faible. Donc voilà, donc ça permet vraiment d'enrichir ces documents et à chaque fois que l'expérience a montré qu'un type d'aménagement était possible, il ne peut pas être écarté du contenu. Et donc ça, c'est vraiment en quelque sorte une sorte de convention lorsqu'on rédige ce type de document. Les expériences doivent être prises en compte et intégrées. Voilà, donc ce que disent les RP, c'est un document qui est assez long, qui est vraiment très riche au niveau de son contenu technique. Ce qu'il dit globalement, c'est que bien que tout suive, toutes les installations suivent la réglementation générale, elles doivent aussi faire l'objet au moins de leur propre cahier des charges et pourquoi pas, au-delà de ça, d'un avis technique expérimental ou d'un avis technique. Et puis, chaque système doit aussi faire l'objet d'une étude technique. Et ça, c'est vraiment, ça permet vraiment au contrôleur technique de se positionner
sur la fiabilité du système et sur son adéquation avec le bâtiment sur lequel il va être mis en place. Notamment, ça va être l'épaisseur de substrat à la mise en place. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, je mets le substrat en œuvre et comment il va se comporter après tassement, qu'est-ce qui restera comme épaisseur. On va retrouver aussi dans les contraintes techniques le poids à sec et le poids à capacité maximale en eau, puisque là, on va retrouver évidemment ces informations qui sont cruciales par rapport à la charge admissible par mètre carré. Donc, on va aussi retrouver les informations sur la capacité de rétention d'eau qui vont pouvoir se donner des indications utilisables dans le cadre, par exemple, d'un aménagement qu'on voudrait performant au niveau de la gestion des eaux de pluie, etc. Donc, voilà. Et puis, donc, dans les règles professionnelles, on trouve aussi beaucoup d'informations sur les protocoles de mesure. Et puis, donc, toutes les préconisations d'entretien, les préconisations d'arrosage, les cas de figure dans lesquels on va installer un arrosage, dans lesquels il est recommandé d'installer un système d'arrosage automatique ou pas forcément, etc. Donc, je vous invite à le lire et pour faire encore un petit peu de publicité pour la Divette, c'est aussi un document qui est téléchargeable sur le site de l'association. Et puis, en fait, voilà, c'est terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claire.